Je vous dirai quelque chose. Si Olivier Bokor est candidat, c'est qu'il passe. Écoutez bien, si Olivier Bokor est candidat, c'est qu'il passe. Et nous autres là, même le bon Dieu que nous adorons, même les membres de nos ancêtres, ne peuvent pas nous dire de ne pas susciter sa candidature. À partir du moment où on suscite sa candidature, on a même quitté l'étape de susciter sa candidature. On est maintenant à l'étape de remobilisation générale. On est à l'étape de parler aux gens, de faire accepter cette candidature par le peuple. Parce que pour nous, là, c'est déjà une acquis. Susciter sa candidature, on a quitté la phase de susciter sa candidature. On a quitté ça. Actuellement, là, nous sommes en train de faire un travail de fond pour que ça puisse marcher. Donc, personne sur cette terre, même le bon Dieu, ne peut pas nous demander d'arrêter. Et tant qu'on ne va pas arrêter, il sera candidat. Et ça veut dire qu'il sera président en 2026. Vous savez, j'ai appris une phrase quand j'étais au CM2. La certitude de vaincre est le commencement de la victoire. J'ai eu cette phrase de mon papa, de mon père qui me disait, est-ce que ça va marcher? J'ai dit, je n'en retiens cette phrase, la certitude de vaincre est le commencement de la victoire. Quand je m'engage dans un combat, la première chose que je me dis, c'est ce que je vais gagner ce combat-là. Je ne m'engage jamais pour perdre. Et je me suis engagé dans ce combat de conduire. Je ne suis plus, on n'est plus, les témoins d'Olivier ne sont plus à l'étape de, on va susciter, on va demander à Olivier d'être candidat. Nous sommes aujourd'hui à l'étape de comment faire pour que ça puisse marcher en 2026. Nous sommes engagés dans ce combat. On se dit, on doit gagner ce combat. Nous avons l'assurance, nous avons la certitude qu'on gagnera ce combat. Personnellement, si vous vous rapprochez de bon nombre de mouvements et vous diront que les témoins d'Olivier sont des égoïstes, beaucoup sont venus à nous voir avec des projets de fusion. Vous savez, en créant, je ne sais pas dans quelle optique les gens ont créé leur mouvement. En toute honnêteté, en créant, en nous réunissant et en créant notre mouvement, on avait des objectifs clairs en notre sein. Nous n'avions pas eu pour objectif de nous fusionner avec d'autres personnes. C'est pour ça que vous nous voyez tout le temps sur le terrain. Depuis que vous nous connaissez, nous avons tenu beaucoup d'activités, contrairement aux autres mouvements qui sont juste restés dans un enclos pour susciter la candidature. Ça veut dire que nous avons nos objectifs, nous avons nos ambitions, nous avons nos rêves. Et nous ne voulons pas nous associer à des gens avec qui on ne partage pas la même vision. Si l'objectif est de conduire Olivier Bokor vers le pouvoir, on aura un creuset où on va se retrouver pour toujours échanger par rapport à ça. Nous n'avions jamais dit non à un creuset d'échange, mais pas une fusion. C'est à croire que les gens se sont lancés dans cette histoire sans avoir des objectifs clairs. Vous savez ce qui me fait rire? J'étais un jour à la maison, quelqu'un m'appelle pour dire « Monsieur Dagan, comment ça va ?» Je dis « Oui, ça va bien. » Il dit « J'ai reçu des instructions fermes qu'on crée une fusion du leader et tout le monde est déjà d'accord, ça ne reste que témoin. » Et en blague, je lui ai dit « Mais il était de Sacha couché hier, il ne m'a pas dit ça. » Vous savez, chaque jour que Dieu fait là, les gens laissent l'objectif qu'ils se sont fixés en créant le mouvement et ils veulent maintenant être chefs de plusieurs mouvements. Ils veulent prendre la fusion. Or, ils n'ont encore rien prouvé sur le terrain. Nous, au moins, on nous voit sur le terrain. Nous, on se bat quotidiennement à travers des projets, à travers notre engagement. Battons-nous après 2026, s'il faut aller vers une fusion ou pas, là, on verra. Mais actuellement, là, nous sommes d'accord qu'il faut un creuset d'échange, mais pas une fusion. Moi, je ne sais pas ça, quelle sens cette fusion-là? Alors que vous vous êtes lancé, vous avez créé votre mouvement, vous n'avez même pas fini de créer le mouvement. C'est qu'ils n'ont même pas encore fini de créer leur propre mouvement. Parce que lorsque vous finissez de créer votre propre mouvement, c'est que vous avez des bureaux, des cellules un peu partout. Vous n'avez pas fini de créer votre mouvement et du jour au lendemain, vous dites, venez, on va fusionner. Ça n'a pas de sens selon moi et selon les taux. Je vous dirais quelque chose. Il faut que les gens retiennent ça et dites ça aux Béninois. Qu'on révise le code électoral, qu'on révise la constitution ou pas là, en 2026, le président de la République sera Olivier Bokor. Quel qu'en soit le type de révision, en 2026, là, nous avons la certitude que le prochain chef de l'État, c'est M. Olivier Bokor. Donc, on révise la Constitution, qu'on révise le code électoral, on a la certitude. Maintenant, je voudrais dire quelque chose. Ça, ce n'est pas les témoins d'Olivier. Parce qu'en temps normal, là, on va s'asseoir, rédiger un communiqué et donner une position du mouvement. Je ne suis pas seul membre du mouvement. Aujourd'hui, on compte beaucoup de personnes. Mais ma position sur la révision de la Constitution, je dirais, je suis au chef de l'État que voilà, moi je suis quelqu'un, je l'ai soutenu sans intérêt. Je vais juste lui donner un conseil de frère. Parce que un conseil de frère pour quelqu'un qui vient des mêmes régions que lui, je vais manquer évidemment pas d'abord, mais je lui dirais juste de rentrer positivement dans l'histoire de ce pays, de ne pas écouter les handicapés politiques là, qui évoluent au gré de leurs intérêts politiques. Ils vont à droite quand il a leurs intérêts et ils vont à gauche quand il a leurs intérêts. De ne pas les écouter, c'est des handicapés politiques qui n'ont jamais fait de combat. D'écouter son cœur, de regarder l'amour qu'il a pour ce peuple. Nous n'avions pas besoin du phénomène Rahala. Je ne voudrais pas
qu'au soir de ces 10 ans-là, qu'on retienne juste de lui quelqu'un qui a tout le temps joué avec les thèses de la République. Je voudrais qu'on retienne de lui tout ce qu'il a fait de positif, tout ce qu'il a apporté de positif à ce pays. Et je voudrais le supplier pour son image, pour l'amour qu'il a pour ce peuple-là, d'abandonner ce projet, ou bien de demander à ceux qui sont en train de faire ce projet-là, de mener ce combat, ces handicapés politiques qui mènent ce combat-là, d'arrêter ce projet. Il faut que ça soit clair. Pour le moment, tout ne s'est jamais prononcé pour la révision de la... Même à personne, en tant que profane, j'ai suivi tout ce qu'il y a eu comme débat. Je pense qu'actuellement, on n'en a pas besoin. Les gens nous ont dit, quand on a commencé par susciter la candidature d'Olivier, qu'il faut accompagner, d'arrêter ça, qu'on a besoin d'accompagner le chef d'État pendant 5 ans pour la concrétisation du PAG. Je voudrais juste leur demander maintenant, là, à leur tour aussi, là, d'arrêter cette histoire de révision et de se concentrer, de continuer à accompagner le chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas encore fini son PAG, tel qu'ils nous l'ont dit dans le temps. Il n'a pas encore fini la réalisation de son PAG. Ils n'ont qu'à continuer à l'accompagner pour la réalisation de son PAG, au lieu de le conduire dans le décor. Sincèrement, ils ne rendent pas, ceux qui portent ce projet ne rendent pas du tout service au chef de l'État et ils ne rendent pas service à tout ce qu'il a apporté à cette nation. Il faut d'abord qu'il renvoie tous ces ministres-là. Il faut les renvoyer. Ils sont nommés parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. 8 ans au gouvernement, ils n'ont plus de miracle à faire. Il faut changer pour avoir de toute la nouvelle. Ouais, par exemple, on propose un vilain test pour la réforme de la décentralisation. Alors, s'il y a des ministres qui disent au gouvernement, alors on peut avoir des résultats pareils. Il faut changer tout ça là. Et que lui-même offre l'espace pour des échanges critiques au sein de son cabinet. Hein? C'est vrai qu'il a une politique de grande visibilité, parce que quand on investit sur les routes, tout ça là, le terrain de football, tout ça là, le terrain de sport, les marchés, c'est des trucs visibles. Hein? Bon, on agit sur la visibilité, hein, pour séduire, mais il faut aller en profondeur. On ne marche pas la route, on ne marche pas le marché, on ne marche pas les stades. Non, écoutez, le chef de l'État est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Et on dit, mais chasser le naturel, ça revient au galop. Même président, il est homme d'affaires. Il se comporte comme homme d'affaires. Donc, il gère le pays comme une entreprise. Il ne gère pas le pays comme une république. Donc, qu'il faut avoir des stratégies politiques. Non. Ouais, son réflexe, c'est l'économie. Il faut avoir... J'ai lu ce matin que le ministre des Finances a encore fait des emprunts obligataires quelque part. Voilà, on est champion dedans. Donc, quand c'est quelque part là, on va piocher, mais c'est des dettes. Oui. C'est des dettes. Et à la fin, il faut évaluer quel écart, quel creuset de dettes il nous laisse en héritage. Donc la gouvernance, de façon générale, je ne suis pas satisfait parce que c'est un homme d'affaires qui gère le pays comme une entreprise. Il est plus technique que politique. C'est pourquoi les souffrances des populations, ça ne lui dit rien. Mais on dit social, tout ça là, mais c'est du bluff. Ah, voilà une autre aberration. Bon, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, on va où encore? J'ai dit, attention, ça là, c'est encore notre gouffre financier. Oh là 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 là, pourquoi? Elle dit, mais écoutez, le ministre est d'abord un conseiller. Les ministres du chef de l'État, ils ne sont pas là ils sont d'abord des conseillers du président. Dans leur domaine respectif, ils sont des conseillers du président. Parce qu'ils sont appelés à mettre en œuvre la politique gouvernementale dans leur secteur respectif. Et en cela, ils donnent des conseils au président, voilà dans telle direction nous devons aller, voilà dans telle autre. En cela, eux-mêmes sont encadrés par des techniciens, à commencer par le directeur du cabinet jusqu'au conseiller, tout ça là. Donc, les ministres sont d'abord des conseillers. Alors, maintenant, à ajouter ministre conseiller. C'est pour faire plaisir, c'est pour donner du travail, des ressources aux militants des partis qui sont là depuis 8 ans. On attend que le chef de l'État fasse remaniement ministériel et puis ils n'ont rien et ils commencent par désespérer et ils commencent par lorgner ailleurs. Les secrétaires exécutifs, c'est les ordonnateurs du budget.
dans toute entreprise, c'est le responsable qui est l'ordonnateur du budget. Celui qui ordonne le budget, c'est le chef. C'est pratiquement lui qui a l'entreprise en main. À côté du maire élu, ou désigné, vous avez l'ordonnateur qui est tiré, le secrétaire qui est tiré au sort. C'est lui qui est l'ordonnateur du budget. Et c'est lui qui est aussi le responsable du chargé des marchés publics. Ouais, il contrôle les segments essentiels de la gestion communale. Il est le responsable de l'administration communale. Vous voyez, aujourd'hui, le maire entre dans la mairie, mais vous avez les agents qui le regardent, ne sont pas bousculés, ne se sentent pas pressés de regagner leur bureau, parce qu'ils voient que le maire est dépouillé. L'autorité du maire n'existe plus. Elle n'existe, c'est par terre. L'autorité est par terre, c'est même piétiné. Donc, non, ne parlons plus d'autorité. Ça n'existe pas. Le maire, là, il passe et puis les agents le regardent comme ça. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et vous voyez, ces secrétaires exécutifs-là, ils sont projetés, comme ce tirage au sort, ils sont projetés dans un environnement territorial dont ils ignorent toutes les réalités socio-culturelles, socio-politiques, etc. Quand moi je prends par exemple ma commune, là où je suis conseiller d'Afranco, notre secrétaire exécutif, il vient de Savé. Quand nous parlons Tori, il ne comprend pas. Voilà. Quand nous parlons notre langue locale Tori, mais il ne comprend pas. Dans les histoires de reddition de comptes, etc., il est obligé d'avoir un interprète à côté. Mais ce qu'il entend, ce que l'interprète lui dit, est-ce que c'est conforme à ce que le pays, la population qui est là est en train de dire? Il est obligé de travailler pour la mobilisation des ressources. Quand il va au marché, les bonnes dames, il va leur parler quelle langue? On peut même, en sa présence, par le jeu de langage, faire des jeux flous. Dire, Tony, ça veut dire, dis-lui ceci. Hein? Bon, juste pour le tourner en rond. Les histoires de Fadek et de quoi là, de figue là, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui dans l'image de quelqu'un qui offre un mouton au fétiche et derrière le mur, il garde solidement dans sa main la corde de ce mouton. Vous voulez libérer le pouvoir, il faut libérer le pouvoir. Ce que nous sommes en train de vivre là, c'est un scandale. On ne veut pas libérer. Alors, revenons alors à ce que nous avions appelé les pouvoirs d'exception. Oui, là on sait que, bon, la base est toujours diligentée par le sommet. OK. Et on va voir si le médecin qui traite son malade à distance, là, comme nous l'avons expérimenté depuis les indépendances, et qui a donné les résultats que nous avons déplorés, continue de déplorer, s'il faut remonter encore à cette triste expérience, alors allons-y. Et on verra, au bout de quelques années, on pourra faire le point. Non, il faut revenir aux fondamentaux de la décentralisation, laisser la libre administration des collectivités territoriales s'exprimer valablement, laisser le transfert des ressources, laisser les histoires de FADEP qui arrivent. C'est un médecin après la mort. Hein. Le FADEP arrive en fin d'année, au moment où vous avez déjà fini de vous débattre dans les soucis, etc. Ça va arriver en décembre, en novembre. Parfois, ça arrive, on dit qu'on ne touche pas. On ne sait pas. Paul Dehoumont, autre question pour vous rapidement. Des démissions ont été justifiées par des raisons de convenance personnelle. Ne devions-nous pas revoir la procédure de nomination des secrétaires exécutifs? Non, il faut même la supprimer. Non, il faut enlever secrétaire exécutif, il faut supprimer. Revenons aux secrétaires généraux. L'expérience du secrétaire général qui dépend du maire. Ils ne sont respectueux de personne, ces secrétaires exécutifs. Bon, il peut y avoir des exceptions. Il y a des exceptions. Parfois, celui de Afranco que je connais, il est un peu... Parce qu'il est limité, hein, parce qu'il ne comprend pas la langue. Puisqu'ils sont chargés de faire la mobilisation de ressources. Oui. Hein? Oui. Mais au titre de la première expérience, nous voyons que toutes les communes ont reculé financièrement. Vous allez voir, moins là. Il y a peut-être une dizaine de communes qui ont eu des résultats, des ressources excédentaires. Hein? Mais la plupart, hein, surtout les grosses villes, vous voyez, Port-Nouveau, vous voyez, Cotonou, c'est moins.
Hein? Ça veut dire que c'est pas pertinent. Hein? C'est pas pertinent. Et je l'ai déjà démontré. Quelles ressources peuvent vous mobiliser lorsque dans le milieu, ils ne sont pas acceptés? Et non seulement, si on doit garder le terme secrétaire exécutif, il faut regarder, il faut revoir le contenu. Et on leur a donné tant d'administration qu'il leur peut-être fait gonfler la tête. Il faut revoir ça. Et il faut les former. Et puis, revoir le contenu des responsabilités. C'est trop. Si on fait ça, si on doit garder cela tel, peut-être qu'il faut supprimer le poste de maire. Et je ne sais pas dans quelle administration communale où vous parlez de décentralisation et il n'y a pas le maire. Parce qu'ils sont un peu le maire bis. Ça ne dit pas son nom, mais de par l'étendue des responsabilités qu'on leur a confiées, ils sont un maire. Et ça donne ce que j'appelle le bicéphalisme à la tête de nos communes. Les éléments de réussite dans la vie d'une personne, je vais d'abord commencer par la formation. Il faut que vous compreniez que sans la formation, il n'y a pas une réussite. Parce que si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas être à Guéri TV. Donc l'enfant doit aller à l'école et être formé. Ça, c'est le premier point. Deuxième plan, il faut que vous ayez un plan dans votre vie pour bien réussir. Vous quittez 1 pour 2 et vous quittez 2 pour 3. Si vous n'avez pas une chronologie de programmation dans votre vie, vous ne réussirez jamais. Et dites-vous coûte que coûte, j'irai là où je dois être, à moins que vous vous trompez de chemin. Dieu n'a pas créé un être humain sur la terre pour qu'il puisse échouer. On se détruit, qu'on a encore détruit l'autre. Alors, que tu parles mal de l'autre, patron, ça sera encore quelqu'un d'autre va venir que le patron va apprécier et qui parlera aussi de mal de toi. Parce que ce que tu fais, te fait. L'échec vient de la programmation de ce que nous émettons comme énergie. Donc, vibrons positivement, nous aurons des choses positives. Vibrons négativement, nous aurons des choses négatives. Donc, la programmation est importante dans la vie d'une personne pour la bonne réussite et la bonne cause. Une personne qui est venue sur la terre, quand tu es là à penser que ton mari est infidèle, il sera infidèle. Quand ta femme sort, tu dis, elle est partie maintenant pour être pute. Elle sera pute pour dans ta chambre. Parce que tu ne penses qu'à ça, tu ne programmes que ça. Les hommes qui suivaient le téléphone de leur femme, mais ils restent là, c'est des loups-garous. C'est des malheureux. Parce qu'on ne vérifie pas une femme. On ne suivait pas une femme. Et il faut la communication dans tout pour la bonne réussite. Si vous ne communiquez pas, vous ne discutez pas, vous ne dialoguez pas, vous n'allez jamais réussir. Et je vais demander à tout le monde, cherchez à être autonome. Vous travaillez aujourd'hui à Guéri TV. Prenez l'exemple d'ici, apprenez à devenir quelqu'un et appliquez. Et un jour, quelqu'un d'autre travaillera pour vous. Non, il y a les situations qui nous amènent parfois à ne pas avoir ce que nous désirons réellement. Et c'est nous-mêmes. En premier lieu, l'acte que tu poses sur ta personne, madame, vous êtes là, l'acte que vous posez sur votre personne, l'avortement par exemple, ça peut bloquer tes procédures spirituelles, amoureuses, financières. Et les mépris, tu méprises les gens. Mensonge, la calomnie, la médisance, la négativité permanente, ça va bloquer ton aura à ne pas réussir. Deuxièmement, le manque de connaissance de soi. Connais-toi toi-même. Chacun doit se connaître. D'accord? Et il faut qu'on nous comprenne ça. Troisièmement, je vais vous dire, vous fuyez pratiquement les formalités amoureuses. Vous prenez femme à crédit. Femme à crédit, on ne prend pas femme à crédit. Quand tu prends femme à crédit, tu as déjà l'échec depuis ta maison. Parce que celle qui est sous ton toit est à crédit. Ces enfants vont venir au monde à crédit. Vous vivez une vie de crédit. Vous allez rester dans votre crédit. Et un jour, chacun de nous va se retrouver dans crédit. C'est grave. Il y a des gens qui ont fait 40 ans dans leur foyer. Les beaux-parents n'ont pas pris un seul liqueur. Il y a des gens qui ont fait 50 ans dans leur foyer. La belle-mère ne connaît pas son beau-fils parce qu'il n'a jamais participé à sa bénédiction. Et c'est quand la personne meurt que vous mettez les tapeaux, vous dites Diawagon, mais la personne, l'eau versée sur le tombe ne rentre pas dans le tombe. Il faut que tu m'entretiens vivant avant de m'honorer le jour de ma mort. Donc je vais demander à tous ceux qui nous regardent, chacun n'a qu'à se faire une rétrospection, une analyse de conscience pour dire, est-ce que je suis fier de ce que je fais? Est-ce que je suis fier de ce que je fais? Est-ce que j'ai déjà réussi ma vie? Est-ce que je peux m'estimer heureux? Parce que Samuel Eto'o, il est le milliardaire, joueur, mais il a réussi. Parce que son nom est dans la mémoire de tout le monde. Et il y a des gens qui veulent être comme Samuel Eto'o, comme joueur. Et pour finir, je dirais à tous ceux qui m'écoutent, qui me regardent actuellement, soyez honnêtes envers votre vie. Que les gens puissent parler 20 négatifs de vous, que d'autres personnes soient là pour parler 80 de vous.
Tout le monde ne peut pas vous aimer. Tout le monde ne peut pas vous apprécier. Mais soyez conscient et responsable de vos actes. Et dites-vous que tout ce que vous faites sur la terre va vous faire. Tôt ou tard, vous serez rattrapé par l'acte que vous posez. Et faites bien ce que vous savez faire. Et c'est ça qui va vous suivre jusqu'à votre dernier soupir sur la terre. La vie, c'est les moyens. Cherchez l'argent. Cherchez l'argent. Cherchez l'argent. Évitez de dire que Dieu va me bénir. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui n'a pas l'argent. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui n'a pas l'argent. Et Dieu n'a pas créé un homme pauvre sur cette terre. C'est l'ignorance qui fait qu'on est dans la pauvreté. Et chercher l'argent. Et pour chercher l'argent, il faut travailler. Quand on dit je t'aime, je te drague, c'est un contrat de durée indéterminée. Et on ne finit jamais de payer une femme. Pour finir, je vous dirais, évitez de coucher avec les femmes et d'en parler ailleurs. Oh là c'est là. une abomination. Oh là là. Quand vous couchez avec une femme que vous parlez ailleurs, vous détruisez votre vie sans s'en rendre compte. Parce que l'intimité d'une femme qu'elle t'a donnée, c'est sa vie qu'elle t'a livrée. Et quand tu en parles ailleurs, c'est ta vie qui est détruite, et ta vie est déstabilisée, et ta vie est hypothéquée. Parce qu'il y a des vibrations qui sortent de votre bouche, qui ne sont pas adéquates et qui ne sont pas correctes par rapport à la vie d'une personne. Quand on couche avec une femme, c'est la discrétion oblige. On ferme sa bouche, même si elle devient une reine demain, ça devient un secret entre toi et elle et l'univers. Ne livrez jamais une femme avec qui vous avez couché, parce que vous la livrez, vous vous livrez sans s'en rendre compte et vous détruisez votre destruction, votre gloire, votre bénédiction. Et vous avez des problèmes, vous allez à l'église, vous pouvez crier partout, chez le pasteur, chez le prêtre, partout chez le bocor, vous n'aurez pas de solution. À moins que cette femme vous pardonne pour dire je te le laisse, et la nature va compenser le reste. Ne soyez pas ingrat envers une femme, ne soyez pas ingrat envers la nature, ne soyez pas ingrat envers celui qui vous a fait du bien une fois, parce qu'un bien fait n'est jamais perdu. Soyez responsable de vos actes et soyez sûr de votre vie. Tôt ou tard, vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Soyez bénis et que les bénédictions soient. C'est vrai, on ne s'y attendait pas, mais moi je m'attendais à ça, qu'il faut dire que cette Côte d'Ivoire-là, on la voyait déjà rentrer chez elle à la maison, mais miraculeusement, le Maroc, suite à la victoire du Maroc, cette Côte d'Ivoire est revenue dans la compétition. Et le Maroc qui a sauvé. Voilà, qui a sauvé. Même si le Maroc est parti. Après, le Maroc qui a sauvé la Côte d'Ivoire. Et déjà, à cette étape, il faut savoir que le mental ne doit plus être la même chose comme les matchs de poule, puisque quand vous revenez du quelque part qu'on n'espérait pas et vous revenez dans la compétition d'une autre manière, c'est qu'il faudra changer les pédales, et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a pu jouer d'une autre manière avec le Sénégal qui a un effectif prétorique. Le Sénégal, quand vous mettez le 11 sur le terrain, au banc de touche, il y a vraiment de talent, mais malgré tout ce que le Sénégal disposait, la Côte d'Ivoire, avec un mental uni sur le terrain, et aussi cette Côte d'Ivoire qui savait qu'elle a un pardon à demander à toute une nation qui était au terrain, en tout cas a failli à franchir cette étape-là qu'on n'espérait pas. Ce sera une rencontre de taille. C'est vrai, on a 90 minutes encore à suivre entre deux grandes nations qui se connaissent déjà. Déjà en 2015, la Côte d'Ivoire avait pris part cette équipe nigériane là pour s'offrir le trophée en ce temps de Yaya Touré. Donc cette fois-ci, je suis en train de voir la Côte d'Ivoire va prendre sa canne. Va prendre sa canne. Si le même système de jeu, le Nigeria aussi. Oui, le Nigeria tout. On ne refuse pas le Nigeria tout. Bon, moi, personnellement, je peux dire ivoirien, et je suis en train de voir que avec Osimhen. Le grand. Osimhen, le grand qui ne lâche rien pour cette équipe. Disons, notre voisin, le Nigeria, est juste à côté. L'idée aurait été de supporter le Nigeria, et puis c'est le Nigeria, c'est comme si c'est le Bénin qui gagnait. Oui, en tout cas, la majorité des Béninois sont en train de supporter le Nigeria. Mais le football, c'est la fête. La coupe va revenir en Afrique de l'Ouest.